Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec édition du 16 novembre 2025. On va parler de ce dont tout le monde parle aujourd'hui. Depuis quelques jours, les fameux courriels de Jeffrey Epstein qui ont été rendus publics et finalement, le Trump, à la grande joie de Jean-Dominique Michel, est compromis. Trump savait, Trump est dans l'embarras, on s'en doutait. Et voilà, donc c'est le sujet aujourd'hui. Puis il y a un lien avec cette chicane avec Marjorie Taylor Greene, la 11e ou la 12e fausse chicane en liste. Vous connaissez déjà les fondements de ça. On va quand même l'aborder puisque on va montrer un peu comment ça fonctionne, qu'est-ce qui nous permet de dire que c'est une fausse chicane. Elle ressemble, en fait, c'est un copier-coller de toutes les autres fausses chicanes. Là. C'est comme celle avec Musk. Que les auditeurs ont à la mémoire, je veux dire, on se souviennent qui est un petit peu plus près de nous, mais ça remonte jusqu'à Kim Jong-un, etc. Est-ce que vous les gens disent j'ai rien sur mon écran, est-ce que vous me donnez-moi un 17 sur 17 pour l'image et pour le son? Non, je ne suis pas bronzé, je ne vais pas au soleil. C'est probablement l'exercice et toutes sortes de trucs que je me mets sur la face pour ne pas avoir l'air d'une momie quand je fais les web journaux. Et donc, c'est ça. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Ça va être un peu redondant aujourd'hui. Un peu. On essaie toujours d'être... mais il faut faire le travail parce que c'est ça qu'on reçoit comme question. Et même si les anciens comprennent tout ça, quand on dit qu'on veut du Great Awakening, là, on veut réveiller les gens, ben c'est pas toujours en sortant toujours des... c'est-à-dire il faut répéter pour réveiller les gens, on s'entend? Il faut répéter. Il y a toujours des nouveaux auditeurs. C'est comme ça qu'on élargit l'audience. L'objectif, c'est pas de se masturber intellectuellement et d'avoir l'air, comme grandiose en expliquant des nouvelles théories auxquelles personne n'a jamais pensé. Mais c'est en convainquant les gens, en l'expliquant et en faisant en sorte que l'analyse pertinente se répande et on la voit de plus en plus, cette analyse pertinente, quand il y a des trucs, quand les gens, je regarde, je suis souvent sur Twitter, je regarde les interventions des gens et les gens parlent de faux chicanes beaucoup sur les tweets, même des comptes en France et tout ça. Donc, cette idée commence à faire son chemin et c'est parce qu'on a répété. Si on avait parlé seulement de fausses chicanes en 2018, avec Kim Jong-un et Jeff Sessions, etc., et on avait arrêté de parler de fausses chicanes, ça serait de l'histoire ancienne, cette théorie fumeuse, et personne n'aurait compris, etc., mais c'est en répétant, donc on va comprendre pourquoi Marjorie Taylor Greene, c'est une fausse chicane. Le truc là-dedans, c'est que il y a une raison pour laquelle Trump, dans les courriels, ça a fait grand bruit, là, tout le monde en parle, et Trump est dans l'embarras. Donald Trump dans l'embarras après de nouvelles révélations dans l'affaire Epstein, un scandale d'exploitation sexuelle. Une série de mails envoyés il y a des années par le criminel Jeffrey Epstein lui-même, des échanges qui semblent mettre en cause le président américain. Regardez le courriel qui est présenté ici, c'est marqué « Victime » en haut. Victime ici, victime. Ça, c'est un courriel qui a été édité par les démocrates et on va voir plus loin, ça a fait scandale. Donc, cette France.tv, le 20h, nous montre un faux courriel qui a été édité par les démocrates. Vous voyez, le victime en noir ici, c'est pas victime, c'est Giuffre, c'est Virginia Giuffre. Et donc, c'est tout à fait pertinent parce que ça change complètement le sens du texte. Et donc là, ici, on a encore une fois une fake news de la part des médias, mais on va y revenir. Semble mettre en cause le président américain. Bien sûr, Donald Trump savait à propos des filles. Le chien qui n'a pas aboyé, c'est Trump. Une victime a passé des heures chez moi avec lui. Je suis celui qui peut faire tomber Trump. Ces mails viennent d'être diffusés par les députés démocrates. Selon la Maison-Blanche, ils ont été divulgués de façon sélective pour fabriquer un récit mensonger. Donald Trump martèle. Les démocrates utilisent... Voilà. Donc,
Donald Trump dans les câbles et accorde beaucoup de crédibilité à ce que dit Jeffrey Epstein. On va voir un peu plus loin, là. Comme si Jeffrey Epstein n'avait pas premièrement, une rengaine contre Trump, parce que c'est clair maintenant que c'est Trump qui a été l'informateur qui a dénoncé Jeffrey Epstein. De un, on va le voir, c'est pas moi qui le dis, c'est celui qui a écrit le livre, le confident de Jeffrey Epstein, Michael Wolff, et celui qui a écrit le livre Fire and Fury, qui dit, en plus de tous les autres, là, mais maintenant ça vient s'ajouter, il dit que Trump était l'informateur qui a fait tomber Jeffrey Epstein. Ben oui, les deux, Trump voyait, ils étaient aux mêmes endroits, dans les mêmes parties, etc. Jeffrey Epstein venait à Mar-a-Lago. Et là, Trump a bien vu ce que faisait, c'était quoi le style de Jeffrey Epstein, a accumulé de l'information sur lui, et c'est lui qui a annoncé, qui l'a vendu au FBI. Fait que là, au pire, ce qu'on peut reprocher à Trump, c'est que Trump est une petite snitch, là, une petite, comment on dit en français, là, j'ai les mots en anglais, là, mais un petit rapporteur. C'est lui qui est derrière l'incarcération de Jeffrey Epstein dans les premiers cas, là, aux alentours de 2008, etc. Et Epstein, par la suite, a toujours gardé une rancune contre Trump et a essayé de le faire tomber, etc., mais ça n'a pas fonctionné. Donc, il y a eu cette compétition entre les deux parce que c'est Trump qui a fait tomber Epstein et après ça, Epstein a essayé d'impliquer Trump de différentes façons, sauf que, malheureusement, il n'y a rien contre Trump dans les courriels. Et c'est pas moi qui le dis, encore une fois, ce sont le Washington Post, etc., etc. Donc, au-delà de l'effet le buzz que les médias essayent d'en faire, il n'y a rien de substantiel, encore une fois. Et encore une fois, ça nous ramène au travail des médias et au point 3 de ce web journal, le scandale à la BBC, le point de l'iceberg, le journalisme mondial compromis. C'est ça qu'ils font, les journalistes. Ils font du buzz, du spin avec rien, avec des fausses nouvelles. Parce que la BBC, maintenant, le directeur de la BBC et la directrice de l'information ont démissionné parce qu'ils ont monté un discours de Trump. Ils ont fait de la propagande. Ils ont manipulé l'information comme les médias le font partout, tout le temps. Mais là, on en a la preuve. C'est ça qui est intéressant et ça a suscité beaucoup de débats parce que c'est une démission bien en vue. Mais il y a eu d'autres cas avant ça, des poursuites notamment contre Paramount et CBS pour avoir bien fait paraître Kamala Harris lors de la dernière campagne électorale qui s'était complètement mis les pieds dans les plats dans une réponse sur Israël et la CBS, le réseau CBS, propriété de Paramount, avait édité la réponse de Kamala Harris pour bien la faire paraître. Et là, Trump avait poursuivi pour, encore une fois, je pense que c'était des milliards et des milliards. Puis il avait réglé à l'amiable il a réglé à l'amiable avec Paramount. Mais c'est pour montrer que c'est de la désinformation constante. Et là, c'est exactement la même chose avec les dossiers Jeffrey Epstein. On va le voir, là. C'est pas moi qui le dis, là, on va le voir. Et c'est la même chose avec cette histoire de collusion avec la Russie. Si le directeur de l'information de la BBC démissionne pour avoir monté ça va être la même chose avec le scandale de la collusion avec la Russie. Ils ont inventé des trucs. Ils sont coupables exactement de la même chose. Ça, c'est les journalistes aux États-Unis. Et on n'est pas encore dans la phase où les journalistes aux États-Unis commencent à payer le prix, comme le directeur de la BBC. Aux États-Unis, on a eu cet été la divulgation par Tulsi Gabbard, le Director of National Intelligence, des informations sur Barack Obama qui montraient hors de tout doute que Barack Obama avait mis en place un coup. Et là, depuis ce temps, il y a comme des référés devant la justice. On est en train de remonter. On n'est pas encore rendu au journal. C'est un petit peu plus délicat aux États-Unis. Il faut y aller comme un démineur, je l'ai déjà expliqué, en coupant les bons fils au bon moment pour pas que ça se retourne contre nous. Mais c'est exactement le même pattern que le directeur de la BBC qui démissionne. Et donc, tout ça pour dire que les médias essayent encore une fois de retourner ça contre Trump. Vous voyez ici, comme le journaliste, professeur d'université Pierre Martin disait, question à mes amis trumpistes, pourquoi d'après vous, Trump se débat-il comme un diable dans l'eau bénite pour empêcher la publication des dossiers Epstein? Hein? Et là, je lui ai répondu, c'est l'effet Streisand, c'est l'effet Streisand. C'est-à-dire que, je l'ai déjà expliqué dans les web journaux, rien ne suscite plus la curiosité et l'engouement que lorsqu'une personne cherche à cacher quelque chose. Si tu dis, par exemple, à un enfant, ne va pas regarder ce qu'il y a dans le placard, qu'est-ce que vous pensez que... N'allez pas regarder ce qu'il y a dans le placard.
sous mon lit, là, je veux pas que tu aies regardé sous mon... Tu sais, c'est tellement facile à comprendre. Tu sais, Trump qui a écrit The Art of the Deal. N'allez pas regarder sous mon lit. Comprenez ce que je veux dire? C'est ce qu'on appelle l'effet Streisand. Sauf que dans la notice Wikipédia de l'effet Streisand, on dit que c'est un phénomène médiatique involontaire. Sauf que, oui, involontaire, sauf que tu peux manipuler ça à partir du moment où est-ce que tu connais le principe. Tu peux manipuler les gens en disant, comme tu manipules des enfants, en disant, si tu veux que ton enfant ait regardé sous ton lit, tu dis, ne va pas regarder sous mon lit. Puis là, tu opères ce qu'on appelle de la psychologie inversée. C'est tellement pas difficile à comprendre. Tout le monde connaît ça. Et donc, pourquoi Trump fait ça? Et pourquoi il y a cette chicane avec Marjorie Taylor Greene? Eh bien, ça permet, je vais le dire en début de Web Journal, là, je vais vendre, là, vous pourrez comme aller vous coucher les Français qui sont déjà à 11h30 le soir pourront aller se coucher tout de suite après. Mais, parce que, évidemment, les dossiers Epstein, ça implique beaucoup Israël, la CIA et Israël surtout. Et Trump a besoin de son allié, je l'ai expliqué, a besoin de son allié Netanyahou pour signer la paix dans la région, les accords d'Abraham, possiblement un État palestinien, etc. Et Trump ne peut pas être celui qui révèle le dossier Epstein. Il ne peut pas, parce que ça va être, évidemment, il va apparaître hostile à Israël. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'arranges pour que les démocrates le fassent à ta place, puis toi, tu gardes les mains propres. Tu vois? Tu dis, n'allez pas voir ça. Regarde, tu dis à ton ami israélien, tu dis, je fais tout ce que je peux pour les empêcher d'aller regarder le dossier Epstein. Mais là, le problème, évidemment, dans cette explication, là, c'est que je donne la clé de compréhension au Mossad et en espérant qu'ils n'écoutent pas le Web Journal. Les gens me disent tout ça, souvent ça. Alexis, pourquoi tu t'expliques les façons d'opérer, tout le monde peut t'écouter, etc. Ben, c'est parce que je suis juste un conspirationniste et puis donc ce que je dis, c'est pas vraiment crédible. Mais quand même, il y a quand même un risque ici. Mais le truc, c'est ça, c'est que si tu veux révéler le dossier Epstein, tu peux, tout en ménageant ton allié israélien, posez-vous la question, là, vous êtes assis avec votre verre de vin et puis votre popcorn. Si tu veux, parce que ta base MAGA, parce que tu l'as promis, etc., à ta base, puis tu sais que ça va faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, si tu souhaites révéler le dossier Epstein en ménageant ton ami israélien, comment tu procèdes? Comment tu procèdes? Ben, tu t'arranges pour... Tu fais exactement ce qu'il fait. Tu dis, ne sortez pas le dossier Epstein, puis tu t'arranges pour que les démocrates le fassent. Avec des pièges comme genre Elon Musk qui dit genre Trump est dans les dossiers Epstein. Et là, les démocrates pensent qu'ils vont le coincer. Et tu t'arranges, tu dis, Marjorie Taylor Greene qui démissionne à cause du dossier Epstein, elle est très, très, très déçue du président Trump. Et là, Et là, Trump qui l'a banni, elle dit qu'il va appuyer quiconque se présente contre elle aux prochaines midterms. Et donc, c'est Trump qui châtie les MAGA anti-Israël parce qu'elle était très MAGA, America First et fuck Israël un peu. Marjorie Taylor Greene comme Tucker Carlson et beaucoup d'autres. On l'a expliqué ça. Et là, Trump qui châtie Israël va être content finalement. Le Ben Shapiro aux États-Unis va être content. Mais qu'est-ce que ça fait? Ça attire, c'est une fausse chicane, ça attire les regards. Et finalement, ça galvanise les démocrates qui vont se dire ouais, on est en train de l'avoir. Comme avec la collusion avec la Russie, on est en train de l'avoir là, juste un petit peu plus. Il faut pousser un petit peu plus. Pousser un petit peu plus. Et finalement, c'est les démocrates qui sortent les dossiers Epstein. Tu vois, Trump garde les mains propres. J'ai fait tout ce que j'avais pu pour empêcher. Et d'une part, il peut dire qu'il a fait tout ce qu'il avait pu, tout en son pouvoir, pour empêcher la sortie des dossiers Epstein. Et d'autre part, c'est ça, finalement, les démocrates le font à sa place. Voilà. OK? Donc, parce que c'est une stratégie concertée. Les alliés les plus près du président Trump le critiquent sur Epstein dans le cadre de chicanes artificielles comme avec Elon Musk, etc., etc. OK? Donc, il utilise ici de la psychologie inversée pour faire en sorte, d'une part, que les démocrates le sortent, que lui ait les mains propres et qu'il puisse dire finalement à Israël,
je me répète là, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour empêcher la sortie du dossier. J'ai même banni Marjorie Taylor Greene. Et là, mais il y a un effet pervers à ça, c'est que ça attire de plus en plus de regards. La controverse aux États-Unis s'accélère, ça fait boule de neige, etc. Voyez-vous comment ça fonctionne? Mais il ne faut pas demander à des gens comme Pierre Martin de réfléchir comme ça. Du billard à 3 bandes, parce qu'il y a comme, tu as un allié au Moyen-Orient, tu veux signer les accords. Tu sais, chaque dossier est très, très, très complexe et il faut vraiment être habile diplomatiquement pour arriver à tous nos points. Voilà. Mais donc, allons-y avec Marjorie Taylor Greene. Hein? La raison du conflit est essentiellement factice. La raison du conflit met en valeur les réalisations, en fait, de l'administration Trump, et c'est des insultes et de l'hyperbole, comme on a vu dans tous les autres conflits avec, par exemple, Ron DeSantis. Là, c'était Ron DeSanctimonious. Tu regardais les attaques de Trump contre DeSantis et vice-versa, puis c'était pas des attaques qui étaient très, très, très dommageables. Tu sais, c'est pas genre... si tu veux détruire quelqu'un aux États-Unis, te défaire d'un rival ou quelque chose, tu sors de la vraie merde sur lui, là, tu sais. C'est comme, tu fais ce que Trump fait aux procureurs qui l'ont attaqué l'année dernière. Tu les attaques sur des trucs financiers. Ça joue sale aux États-Unis, là. Si Trump avait voulu sortir de DeSantis de la course l'année dernière, il n'aurait pas dit genre... c'est une espèce d'insulte bizarre, là, genre... il aurait attaqué, il aurait mordu jusqu'au sang. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas de quartier dans les... et donc, mais on voyait bien que c'était, comme encore une fois, beaucoup d'hyperboles, des insultes qui ne portent pas à conséquences, etc. C'était la même chose avec Elon Musk. Rappelez-vous, Elon Musk qui a dit que Trump était dans les dossiers Epstein, mais qui laissait Trump... jouer avec son enfant. Et après ça, genre, je l'avais dit que c'était une fausse chicane. Et justement, dans l'art de la fausse chicane, il faut aller voir ça. Ça résume pas mal tout ça. Et finalement, on l'a vu quelques mois plus tard, serrer la main de Trump. Tout était comme dans tous les patterns de fausse chicane. Et encore une fois, c'est ça. C'était pas des attaques qui portaient à conséquence. Mais tout le monde, encore une fois, mord à l'hameçon, saute là-dessus. Et c'est le même pattern depuis Steve Bannon, avec Jeff Sessions, avec Kim Jong-un. Vous voyez... rapidement comme ça, en 2018, il a été supposé avoir un sommet avec Kim Jong-un, puis il y a eu cette espèce de fausse chicane avec lui, avec encore une fois de l'hyperbole et des insultes qui ne portent pas à conséquence et pas de réelles menaces. Kim Jong-un avait insulté Mike Pence un peu, là. C'était tellement léger. Et puis là, tout le monde disait il n'y aura pas de sommet. Le New York Times disait Trump se retire du sommet avec la Corée du Nord. Avec Kim Jong-un. Puis là, j'avais fait cette vidéo-là, j'avais dit, c'est une fausse chicane. Le sommet va avoir lieu au même moment, au même endroit. Et le sommet a eu lieu au même moment, au même endroit. J'avais risqué gros à ce moment-là et tout le monde commençait déjà à me dire, Alexis, tu risques gros, là. Hein, on me dit toujours ça. Et donc, là, c'est la même chose avec Marjorie Taylor Greene. La raison du conflit est essentiellement factice. C'est très léger, c'est faux. Ça ne repose sur rien. Si Trump voulait se débarrasser de Marjorie Taylor Greene, ça ne serait pas ostensible comme ça. Il ne le ferait pas de façon ostentatoire, comme ça, avec des espèces de grosses insultes et des trucs qui ne portent pas à conséquence. Dans son courriel, il dit, dans son truth, il dit je retire mon soutien et mon appui à la députée Marjorie Taylor Greene, blablabla. Elle n'arrête pas de me critiquer malgré toutes les avancées, les réalisations de l'administration Trump. Et là, il cite toutes les réalisations MAGA de l'administration Trump depuis son entrée, de la paix dans le monde, des 8 conflits arrêtés jusqu'à la reprise de l'économie, en allant jusqu'à les femmes dans le sport, les trucs sur l'immigration. Finalement, le camp MAGA aux États-Unis est très content de Donald Trump. Et Marjorie Taylor Greene, c'est parmi la plus MAGA des MAGA. Elle devrait être celle qui est la plus contente. C'est vraiment... c'est comme Optimus Prime, là, c'est la plus grande supporter de Donald Trump. Elle était même dans les trucs Q et tout. Et là, tout d'un coup, elle n'est pas contente. Malgré tout ce qui se passe, elle dit qu'elle n'est pas contente. Regarde ici, là, les médias s'en sont emparés. Trump rompt avec Marjorie Taylor Greene, allié emblématique. Et c'est toujours ça. C'est comme Musk, c'était
l'allié emblématique de Trump, il l'avait mis sur, sur les estrades durant la campagne, il est allé avec lui à Notre-Dame de Paris en France pour la réouverture, il était avec lui, il était dans le bureau ovale. C'est des alliés emblématiques qui se retournent et c'est la même chose avec tu peux juste faire ça évidemment avec des alliés emblématiques, là, des espèces de faux chicanes, tu peux pas faire ça avec quelqu'un en qui tu n'as pas totalement confiance, on s'entend, mais là c'est ça, donc et là Marjorie Taylor Greene dit recevoir des menaces encouragée par Trump. Elle reçoit des menaces de mort encouragées par Trump. Et là, finalement, on lui dit, si Marjorie Taylor Greene a critiqué publiquement la politique économique de Donald Trump en lui reprochant de ne pas se concentrer sur la question du pouvoir d'achat. Ça, c'est complètement faux. Et là, vous avez ici, encore une fois, une fausse chicane. Et là, vous avez c'est un des indices d'une fausse chicane. Et vous avez le fait que l'attaque porte sur quelque chose de complètement faux, pas sur quelque chose de réel. Et elle a surtout condamné sa gestion très sensible de l'affaire Jeffrey Epstein. Et là, pensez à Elon Musk, c'est exactement la même chose avec Elon Musk, avant qu'il resserre la main du président Trump et qu'il soit avec lui, avec gros sourire, et devant les vitres, hein, c'est-à-dire qu'il n'a pas été serrer la main de Elon Musk en arrière-coulisses, là, devant la baie vitrée, devant toutes les caméras du monde, vous comprenez? Mais surtout, sa question de elle a condamné sa gestion très sensible à l'affaire Jeffrey Epstein à quelques jours d'un vote à la Chambre des représentants, etc. Mais là, donc, vous voyez, sur le pouvoir d'achat, on va aller, j'ai fait une petite recherche sur le pouvoir d'achat. On sait que Trump essaie de maximiser le pouvoir d'achat des Américains. Hein? Et donc, l'administration Trump prépare des exemptions tarifaires pour faire baisser le prix alimentaire, selon le New York Times. Chèque de 2000 $ et hypothèque sur 50 ans. Le Journal de Montréal nous dit « La croisade de Donald Trump contre le coût de la vie ». La croisade de Trump contre le coût de la vie. Mais la plus grande fan de Donald Trump, elle, n'est pas contente du pouvoir d'achat. Vous croyez? C'est pour ça que je dis que c'est faux. Et là, on nous dit ici, par ailleurs, rendre l'Amérique à nouveau abordable, affordable, c'est-à-dire c'est le pouvoir d'achat, le défi de Donald Trump pour 2026. On nous dit, ces derniers jours, plusieurs mesures visant à favoriser le pouvoir d'achat des Américains sont mises sur la table. Un enjeu clé pour Donald Trump à un an des élections de mi-mandat. Et là, Marjorie Taylor Greene, mais comme si elle ne voyait pas ça, mais au contraire, met en lumière, en critiquant Trump sur le pouvoir d'achat, elle met en lumière la politique du président Trump sur le pouvoir d'achat pour faire augmenter le pouvoir d'achat des Américains, faire baisser le coût de la vie. Logement et santé en priorité. Rappelez-vous notamment quand Trump avait fait baisser le prix des médicaments aux États-Unis, il y avait la clause de la nation la plus favorisée du plus bas prix, là, de 50 à 85 % le coût des médicaments. Trump, prix de l'énergie aux États-Unis baisse pour un 6e mois. Et là, ici, dans le même article, rendre à nouveau l'Amérique abordable, Kevin Hassett a déclaré que l'administration Trump s'efforçait de résoudre les problèmes persistants d'accessibilité et de stimuler le pouvoir d'achat des citoyens, qui, selon lui, a chuté d'environ 3 400 $ sous l'administration Biden, mais a augmenté de 1 200 $ depuis l'entrée en fonction du président Trump. C'est sûr, il veut gagner les midterms et il va augmenter le pouvoir d'achat des Américains. J'ai déjà dit, le logiciel de Trump, c'est la prospérité. Alors, il y en a plein comme ça, donc, et là, Marjorie Taylor Greene, alors que Trump fait tout ça, Marjorie Taylor Greene déchire sa chemise et dit genre, si il ne fait pas assez pour le pouvoir d'achat, la plus grande fan de Trump, QAnon et tout, là. Et si elle était sur le logiciel QAnon, elle comprend très bien le truc, le genre, c'est qu'est-ce qui fait un bon film, des bons acteurs. Et donc, mais elle met aussi l'emphase sur le truc de Jeffrey Epstein, et alors que et là, on nous dit que c'est embarrassant pour Donald Trump. Les démocrates vont en demander plus. Hein. Si c'est embarrassant pour Trump, même s'il n'y a rien, comme la collusion avec la Russie, il n'y avait rien, mais c'était embarrassant. Rappelez-vous, tout ça, là, on expliquait ça, c'est le cas de Trump essentiellement. Axios nous dit, ils sont passés à travers les courriels qui ont été rendus publics et nous disent qu'il n'y a aucun smoking gun, il n'y a rien de... rien d'incriminant là-dedans, il n'y a rien de frappant dans les courriels de Axios. Et c'est pas juste Axios, c'est le Washington Post aussi. Alors que, et là, ça permet à Trump de contre-attaquer et demander au département de la justice de regarder la connexion entre Bill Clinton et Jeffrey Epstein. Et là, c'est de la merde. C'est encore une fois, c'est les mêmes stratégies, c'est-à-dire que Trump se fait accuser de ce dont les autres sont coupables, finalement.
C'est-à-dire, il attire l'attaque sur lui, mais finalement, ça lui permet de contre-attaquer en ayant les mains propres. Vous voyez? C'est-à-dire, il se fait arrêter. Rappelez-vous la mugshot où est-ce qu'il se fait arrêter. On prend sa photo. Et là, ce que j'ai dit, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une photo d'un président arrêté avant pour permettre l'arrestation de Barack Obama. C'est la même chose. C'est-à-dire, ils attaquent le président Trump, il est dans l'embarras. Et finalement, il n'y a rien contre lui. C'est toujours le même pattern. Ça s'appelle l'effet miroir. Il n'y a rien contre lui. Et finalement, ça se retourne contre les démocrates. Là, il demande la publication des dossiers de la connexion entre Clinton et Jeffrey Epstein. Donc, Marjorie Taylor Greene fait ça. Elle fait elle met l'accent, elle permet d'attirer l'attention sur les efforts du président pour augmenter le pouvoir d'achat des États-Unis. Ça va être le thème de la campagne probablement, là, 2026, pour les midterms, le pouvoir d'achat, ou un des thèmes principaux, probablement avec la paix en Ukraine, parce que ça va tellement mal pour Zelensky, tant avec cette histoire de corruption qu'avec sur le front est ouvert, là, il y a comme des trous. C'est comme, je ne sais pas si vous avez déjà joué à des jeux de stratégie, là, normalement le front est étanche, puis ça bouge comme ça, un front. Mais là, des fois, il y a comme des trous. Puis là, les troupes russes rentrent dans un trou. Puis là, il y a des trous comme ça sur le front. Et donc, c'est en train de se terminer. Je disais dans d'autres web-journaux que ça avançait très rapidement, qu'ils prenaient des villes une après l'autre. Et puis là, on n'est plus juste comme ils prennent des villes à tous les jours, là, ou des villages à tous les jours. Ils avancent à tous. C'est plus ça. Il y a des trous dans le front. Il y a littéralement des trous dans le front. Je ne sais pas si ça vaut la peine de faire un web-journal militaire là-dessus. Là. On a quand même pas mal d'informations, mais... peut-être un petit web journal en semaine juste là-dessus, le front ukrainien, le front russe. Mais pas pour l'instant. Et donc, voilà, elle attire l'attention sur le thème de campagne, sur le pouvoir d'achat et sur Jeffrey Epstein, comme Tucker Carlson l'avait fait. Qu'est-ce qu'on retrouve dans les courriels? On retrouve notamment ce truc de Trump savait. C'est ce que vous avez vu dans le reportage. Trump savait, il savait sur les jeunes filles. Oui, il savait. C'est bien sûr qu'il savait. C'est lui qui a dénoncé Jeffrey Epstein. C'est sûr qu'il savait. C'est lui qui a dénoncé tout le monde. En fait, le truc, c'est que tout le monde savait, mais Trump est le seul qui a dénoncé Jeffrey Epstein à la police. Je vous montre au FBI. Donc ici, Trump was the Epstein whistleblower in 2005. En 2005, Trump était le lanceur d'alerte contre Epstein. C'était Trump qui a, parmi tous les milliardaires, là, c'est Trump qui a été le lanceur d'alerte. Et c'est pas juste toutes sortes de personnes qui le disent, c'est y compris Bradley Edwards, l'avocat des victimes, qui a dit, rappelez-vous, que Trump avait été le seul qui avait collaboré avec la défense pour donner des informations sur Jeffrey Epstein. Il était le seul qui a collaboré pour donner des informations à Jeffrey Epstein, mais c'est aussi Michael Wolff, l'auteur du livre Fire and Fury, dont on parle depuis un certain temps à Radio-Québec, Michael Wolff, qui, en entrevue à Peter Bet-David Podcast, a dit Epstein savait que c'était Trump qui l'avait dénoncé. Je vous montre un extrait traduit par Sylvia Miami de l'émission de Jesse Waters sur justement les courriels. C'est un extrait, c'est traduit en français. And Democrats are using them to frame Trump. But we've been combing through them and can't find anything nailing Trump. Even Axios says the emails contained no real smoking gun. Epstein even admitted Trump, quote, never got a massage. Est-ce qu'on peut... Allô? Jean-Dominique Michel et toute la gang de tarés qui ne suivent pas la politique américaine, est-ce qu'on peut juste regarder ce qui est écrit ici dans les courriels de Jeffrey Epstein? Jeffrey Epstein, peut-être de ça, Jean-Dominique Michel, il y en a d'autres, il y en a plein qui font du buzz avec Epstein, là, contre Trump. Est-ce qu'on peut juste regarder ce message-là, le texte de Jeffrey Epstein qui dit Jeffrey Epstein lui-même a dit que Trump n'a jamais reçu de massage. Est-ce qu'on peut juste comme Trump, House Oversight Committee, Trump never got a massage. The same author Epstein colluded with even said this. Epstein believed that it was Trump who first informed the police about what was going on at Epstein's house.
encore une fois, est-ce qu'on peut juste faire pause et écouter bien ce qu'il dit? Epstein pensait que c'était Trump qui l'avait dénoncé. Et c'est pour ça que Jeffrey Epstein a toujours gardé une rancœur contre Donald Trump parce qu'il pensait que lui, personne ne le dénonçait dans les élites, personne ne dénonçait Jeffrey Epstein. Il arrivait avec des filles mineures, toujours des très, très, très jeunes filles, etc. Et personne ne le dénonçait, ça passait très bien, hein, parce qu'il y avait le prince Andrew de la monarchie britannique, tout le monde savait. Tout le monde savait. Mais Trump est celui qui l'a dénoncé. C'est ça la différence. Et Epstein pensait que c'était Trump qui l'avait dénoncé. C'est pour ça qu'il avait gardé une rancœur contre Trump. Parmi les élites, Trump était celui qui avait parlé aux avocats des victimes, qui avait collaboré avec l'avocat des victimes pour dénoncer Jeffrey Epstein avec le FBI. Et Epstein pensait que c'était lui qui l'avait dénoncé. Est-ce qu'on peut enterrer cette affaire-là de Jeffrey Epstein et de Trump? Les médias vont continuer parce qu'ils font toujours la même chose comme la BBC. Leur job, c'est de faire de la désinformation. Mais est-ce qu'on, parmi nous autres, les gens qui réfléchissons sur Internet, est-ce qu'on peut juste... C'est comme, ferme-la là, physiquement, à jamais, le zip, tu sais. And from that point on, they were nothing but bitter enemies. Donc, dès 2005, dès 2008, alors que Jeffrey Epstein pensait que Trump l'avait dénoncé, ils sont devenus des ennemis jurés à partir de 2005-2008. Est-ce qu'on peut s'entendre là-dessus? Et lui, Michael Wolff, a interviewé Jeffrey Epstein pour essayer justement de coincer Trump. Michael Wolff a essayé de coincer Trump et a interviewé Jeffrey Epstein et fait ces affirmations-là. Ils étaient ennemis jurés et ce que Jeffrey Epstein voulait, c'était de faire tomber Trump, le mal faire paraître, etc., etc. So Trump dropped a dime on Epstein, but Democrats say they're best buds? And that Biden and Obama's DOJ had proof Trump was compromised, but waited 3 elections to keep it a secret? They arrested Trump over bookkeeping and want us to believe they had real dirt and didn't use it. The Epstein files were in existence and free to have been opened during the Biden administration. You were there for 4 years. You were there for 4 years. Le dossier Epstein, toute la merde potentielle de Jeffrey Epstein contre Trump était dans les mains de Barack Obama. Il savait, et aussi après dans l'administration Biden, les démocrates n'auraient jamais utilisé ça dans une élection. L'État profond n'aurait jamais utilisé des trucs compromettants contre Trump dans les élections. Réfléchissez un peu. Si encore une fois, c'est juste du lançage de boue, comme la collusion avec il n'y a aucun fondement à ça. C'est de la merde médiatique. Les médias se prêtent à ça. OK? Et c'est ça. Donc, encore une fois, Axios, il n'y a rien d'incriminant dans ces courriels-là. Et c'est pas juste... rappelez-vous ce que j'avais expliqué sur le Washington Post. La totalité des gens qui avaient disculpé Trump, OK, le Washington Post ici, Epstein wrote that Trump knew of sexual abuse but didn't participate. Donc, Epstein a écrit que Trump savait au sujet des abus sexuels, mais n'avait pas participé. Il n'a pas participé! Asti, c'est marqué, c'est Jeffrey Epstein qui le dit, c'est le Washington Post qui le rapporte. Washington Post. Trump n'a pas participé. Mais il savait, ben oui, il ramassait de l'information. Il ramassait de l'information pour incriminer Jeffrey Epstein, pour l'arrêter. Et c'est lui qui a aidé l'avocat de la défense. La totalité des victimes ont dit que Trump n'avait rien fait d'inapproprié, n'avait pas participé, etc. L'avocat de Jeffrey Epstein, David Schoen, avait dit exactement la même chose. Il n'y avait rien. Jeffrey Epstein lui avait dit qu'il n'y avait rien. Ghislaine Maxwell a dit qu'il n'y avait rien. L'ancien ministre de la Justice qui a arrêté Jeffrey Epstein, William Barr, a dit qu'il n'y avait rien. Virginia Giuffre a dit que Trump n'avait jamais rien fait d'inapproprié non plus. Rien, il n'y a rien, nulle part, partout. Il n'y a pas une victime de Jeffrey Epstein qui accuse Trump de quoi que ce soit, nulle part sur la planète. Il n'y a personne, nulle part de sérieux qui accuse Trump de quoi que ce soit. Elle l'a même dit, tu sais, dans ses courriels, Virginia Giuffre a dit, genre, c'est ça, qu'elle ne les avait jamais vus ensemble. Tu sais, Jeffrey Epstein, il dit, c'était mon bon ami Trump, là. Je le connais très bien. Mais ça, c'est ce que tous les gars en relations publiques font, là.
Tu as une accointance, tu connais quelqu'un. Moi, j'en connais un ici au Québec, là, je ne l'ai plus au Québec. Là, il faisait ça avant. Il était avec Stéphane Blais à la commission, la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. Il disait, je connais un tel, c'est mon meilleur ami. Je connais un tel. Lui, son truc, c'était juste de l'entre-gens. Je connais Alexis de Radio-Québec, c'est mon meilleur ami. Hein, Ah oui, Alexis, c'est la famille. Puis là, oui, un tel, Berkoff, c'est la famille. Oui. Richard Boutry, je le connais très bien, etc. Ces gens-là, c'est du positionnement. Tu dis que tout le monde est ton meilleur ami pour montrer que tu es bien connecté, pour avoir encore plus accès. Donc, est-ce que vous les avez... Donc, quand Epstein dit Trump, c'était mon meilleur ami, c'est des relations publiques. Tu connais à peine le directeur, par exemple, de l'université Harvard. Puis là, tu vas dire, c'est mon bon ami. Puis là, je te dis, puis là, tu as l'air de quelqu'un d'important. Vous comprenez le PR? Et donc, est-ce que vous les avez jamais vus ensemble? Non, nous répond Virginia Giuffre. Est-ce que Donald Trump a déjà flirté avec toi? Non, il n'a jamais flirté avec moi. No, he didn't. That's inaccurate. C'est faux. Did you ever see Donald Trump at Jeffrey's home? No. Est-ce que vous avez jamais vu? Est-ce que vous avez déjà vu? N'avez-vous jamais vu Donald Trump à la maison de Jeffrey Epstein? Non. Sur l'île de Jeffrey Epstein? Non. Non. OK? Et donc, là, il y a tellement rien dans ces courriels-là que les démocrates ont été obligés de falsifier un courriel. Oui, le Congrès démocrate, les démocrates ont été obligés de falsifier un courriel. Et c'est le courriel que je vous ai montré dans le France TV, le 20h, ils ont repris. Ils ne vont pas se rétracter, les hosties. Et donc, ça, ici, vous avez en haut, c'est le courriel. En bas, vous voyez, c'est marqué « Victime » en noir. Je vous ai montré ça dans la vidéo en commençant le web journal. Le courriel d'en bas, c'est le courriel qui a été rendu public par les démocrates. Et là, on dit, la victime a passé des heures à ma maison avec lui, etc., etc. Or, ça, victime, c'est l'addition démocrate. Dans le courriel original, c'est Virginia Giuffre. Vous l'avez ici. Virginia spent hours at my house with him. He never been mentioned. Blablabla. Donc, ils ont enlevé, les démocrates, quand ils ont rendu public les courriels, ils ont enlevé le nom de Virginia Giuffre et ont dit victime, ont édité puis ont marqué victime. Tu sais, s'ils avaient quelque chose contre Donald Trump, ils n'auraient pas besoin de faire ça, entre vous et moi. Là. Mais ils ont marqué victime, ils ont masqué le nom de Virginia Giuffre, ils ont marqué victime. Pourquoi? Parce que ça montre que ce courriel-là est un mensonge, puisqu'elle a rendu, dans sa déposition publique, dans son interrogatoire devant, sous serment, elle a dit qu'elle n'avait jamais vu Trump à la maison de Jeffrey Epstein, etc., etc. Donc, pour que le courriel ait un semblant de crédibilité, elle a dit que Trump n'était jamais allé à la maison chez Jeffrey Epstein. Et donc, pour faire passer ce courriel-là, cette fausse allégation de Jeffrey Epstein pour faire tomber Trump, tu vois, ce qu'il voulait, c'est faire tomber Trump avec des fausses accusations, là. Donc, Jeffrey Epstein, pour faire tomber Trump, dit Virginia Giuffre, comprenez bien là, comment ça fonctionne. Là. Virginia Giuffre a passé des heures avec Trump chez moi. Epstein dit ça. Et là, mais ça contredit, évidemment, c'est un menteur, Jeff, vous comprenez comment ça fonctionne, là. Il veut faire tomber Donald Trump. Et là, vous avez ici Virginia Giuffre qui dit, elle aurait tout intérêt à faire tomber Donald Trump. Elle dit, je veux dire, c'est sous serment. Elle dit, est-ce que vous les avez jamais vus ensemble? Non. Est-ce qu'il a déjà flirté avec toi? Non. Non, he didn't. Est-ce que vous l'avez jamais vu à sa maison? Non. Donc, ce courriel-là, c'est de la manipulation de la part de Jeffrey Epstein. Et étant donné que c'est de la manipulation, les démocrates le savent que c'est de la manipulation. C'est pour ça qu'ils ont dû enlever le nom de Virginia Giuffre et marquer victime à la place. Pour pas que ce soit en contradiction avec le témoignage de Virginia Giuffre qui disait jamais les avoir vus ensemble, ni à sa maison, etc. Et là, évidemment, les démocrates rendent ça public, puis qu'est-ce qui se passe? Les médias prennent ça, ne se rétracteront jamais. Donald Trump dans l'embarras, après de nouvelles révélations dans des échanges qui semblent mettre en cause le président américain. Bien sûr, Donald Trump savait... Comment ça fonctionne?
Les démocrates, je vous ai expliqué, je pense que vous comprenez. Et c'est tellement faux, ça. Et là, vous allez dire, oui, Alexis, c'est juste toi qui dis ça. Non, 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 c'est devenu un scandale aux États-Unis, de la sorte que même la très anti-Trump CNN a demandé aux démocrates comment ça se fait qu'ils avaient modifié le courriel. This is an email from April 2nd, 2011. Republicans are saying that victim is Virginia Giuffre. As you know, she died by suicide. She's been a very outspoken victim of Jeffrey Epstein. Donc, les républicains disent que c'est Virginia Giuffre. Et là, la Jasmine Crockett, finalement, elle reconnaît, là. The email right here on your screen. She wrote a book, as you know, and she did not accuse him of any wrongdoing. Donc, Virginia Giuffre n'a pas accusé Trump de quoi que ce soit d'inapproprié. Make of that, and can you confirm that? Yeah, I don't know. Obviously, it's redacted who the victim is, so I won't necessarily take the Republicans' word on who it is that's redacted. Elle dit le nom de la victime a été masqué, mais tout le monde. Premièrement, elle est morte, supposément, là, Virginia Giuffre. Je pense qu'elle est dans un programme de protection des victimes. Là. Mais le truc, c'est que le courriel original existe. Tout le monde l'a vu. Le courriel original existe. And I don't know why they would necessarily redact someone's name who is deceased at this point. The Democrats did that, though. The Democrats redacted. No. I understand, okay, but I'm just... C'est les démocrates qui ont dit... les républicains auraient pu le faire. Là, non, c'est les démocrates qui ont... Like, our biggest concern is to actually make sure that we are protecting victims, and obviously... Comprenez comment ça fonctionne. Les médias, ils vont tous sortir ça et ne se rétracteront jamais. Voilà. Et donc, vous avez donc et finalement, la sortie de Marjorie Taylor Greene permet de continuer la controverse. Et donc, on est passé du clash Trump-Elon à la réconciliation. Finalement, tu as Trump avec le clash avec Marjorie Taylor Greene. Finalement, ça permet à Trump de demander des comptes et légitimement de qu'est-ce qui se passe avec Clinton. Mais évidemment, c'est ça. On continue. C'est un travail qui se fait graduellement. Ça ne peut pas se faire d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà expliqué qu'est-ce qui se passe quand on a un événement qui sortait tout d'un coup. Eh bien, paf, tu as comme un truc qui explose à quelque part et on tasse l'actualité. On est capable de changer le cycle médiatique avec un événement, une attaque terroriste, une fusillade d'envergure. Nous interrompons ce programme pour aller directement à Atlanta. Une bombe radiologique a explosé au centre-ville. Puis là, ça s'est enterré, on n'entendra plus jamais parler. Alors, c'est pour ça que la stratégie, je l'ai expliqué à plusieurs reprises, la stratégie, en ce qui me concerne, Virginia Giuffre n'est pas décédée. Okay? Et donc, la stratégie, c'est de sortir ça sur une longue période. Et aussi le fait que, dans la tête des gens, une nouvelle, là, tu sors une grosse nouvelle, puis 6 mois après, ça n'existe plus. Donc, j'ai expliqué ça, toutes les stratégies médiatiques. Donc, pour faire en sorte que les gens, que ça se sédimente, ça ruisselle, comme on dit, dans la conscience collective, il faut que tu en parles souvent, puis tu reviennes sur le sujet. C'est pour ça qu'à Radio-Québec, on revient sur le sujet des fausses chicanes, parce qu'il faut que ça ruisselle dans la conscience collective. Regardez, c'est de la pédagogie, Donc, tu ne parles pas de l'affaire, tu ne sors pas tout d'un coup, tu sors ça graduellement, tu t'arranges pour que tes ennemis demandent que tu le fasses. C'est tes ennemis qui le demandent. Donc, toi, c'est pas une vengeance politique. Et finalement, tu as les mains propres aussi avec Israël, qui doit être très nerveux chaque fois qu'il y a des courriels qui sortent. Donc, et plus de ça, tu châties les magas anti-Israël. Et puis finalement, ça alimente. Hein, c'est comme si tu mets une bûche de plus dans le feu. Et puis, c'est magnifique. C'est magnifique. Et Trump s'en fiche finalement de ce genre de presse négative. Donald Trump dans l'embarras après de nouvelles révélations dans l'affaire. C'est comme la collusion avec la Russie. Ils sont passés à travers la collusion avec la Russie où, à tous les soirs aux États-Unis, on disait que Trump était un agent russe, une taupe du Kremlin. C'était le coupable de haute trahison, nous disait John Brennan et Bill Maher. Il disait que Trump était un agent russe qui était coupable de haute trahison, mais ça n'a aucun effet. Trump se fiche du cycle médiatique. Il se fait réélire. Vous comprenez? Parce que son truc, c'est rendre sa grandeur à l'Amérique, l'économie, faire la paix dans le monde, etc. Il travaille sur l'essentiel et le buzz médiatique, ça ne fait rien.
OK. Donc, ça ici, c'était pour ça. Maintenant, c'est ça. La BBC, le directeur de la BBC qui démissionne. Et ça, c'est je pense que c'est le début d'un processus où il y en a plusieurs qui vont démissionner aux États-Unis. Il a démissionné parce qu'ils ont modifié un discours de Trump, notamment lors du 6 janvier. Ils ont fait passer, j'ai le clip ici, je vais vous montrer le clip de la BBC versus le clip original. Dans le clip original, Trump, je ne les ai pas traduits, j'aurais dû demander aux soldats traductrices. Là. Des fois, je suis comme, je ne sais pas comment je vais monter mon web journal, puis je suis comme en bas de 12 heures ou de 24 heures, ça devient difficile de demander une traduction, mais quand je dis, on dit ça aussi, le 6 janvier, ça va sortir. Quand on dit qu'ils essayent de... Trump a dit, genre, allons devant le Congrès pour manifester notre appui à nos bons sénateurs et congressistes. Alors que le clip de la CBC, essentiellement, c'est un appel à l'insurrection. La façon dont ils l'ont monté, c'est un appel à l'insurrection. C'est comme la même chose qui s'est passée avec, quand j'ai été interviewé par Radio-Canada, par Brigitte Noël. Elle fait un montage avec les clips. On sait comment ils fonctionnent. Ils fonctionnent de cette façon-là avec tous les dissidents. Je pense que, pensez à tous les personnalités controversées qui sont interviewés, de Tommy Robinson à Alain Soral, à Dieudonné, à qui que ce soit, là, qui est un peu comme, qui prend le système à contre-pied. Et vous regardez les entrevues qui sont faites. Quand on... Et là, parce que j'ai vu il faut que tu enregistres. Quand tu te fais interviewer, il faut que tu enregistres pour montrer Là, tu regardes les questions, puis là, tu as ta réponse, puis après ça, tu regardes le montage. Là. Il y a la question, puis ils ne prennent pas ta réponse, ils prennent comme un truc, genre plus loin, où ils font un montage, ils font comme... ils te font mal paraître. Ils font ça tout le temps. C'est le pain et le beurre des médias. C'est des terminateurs sociaux, je l'ai déjà expliqué, là, c'est des T1000, c'est des T1000, là, dont la fonction, c'est l'assassinat social. T1000 Terminator. Hein, c'est des... Ou Arnold, là, le classique, là, Arnold. Là. T1000, en tout cas, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi le nom de l'ancienne version là, de Arnold. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Leur job, c'est de faire des assassinats sociaux, de protéger le système. Alors, donc, je vous montre le clip, pour ceux qui ne l'ont pas vu encore, là, de la BBC sur le 6 janvier. En premier. We're going to walk down to the Capitol, and I'll be there with you. And we fight. We fight. Donc on va aller marcher sur le Capitole et je vais être avec vous. Et on se bat. On se bat comme des diables dans l'eau bénite. Like hell. We're going to walk down to the Capitol. And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. Vous voyez la différence? Ça, c'est les journalistes professionnels de la BBC. On va au Capitole et on va se battre comme des diables dans l'eau bénite. Et alors, ce qu'il a dit essentiellement, c'est on va au Capitole pour encourager nos congressistes. Comment c'est le jour et la nuit. C'est incroyable. La BBC, c'est quoi? C'est comme un des médias les plus respectés. Ils sont capables de faire ça. Et donc, ils ont été obligés de démissionner, menace de poursuite. Je pense qu'il poursuit finalement, là, il poursuit la BBC. Démission du DG et de la patronne de l'information. On est essentiellement dans 1984. C'est orwellien. Hein, c'est comme... c'est le genre de stratégie qu'on voit que George Orwell décrivait dans 1984. Et là, après ça, regardez. Donc, c'est la BBC qui est coupable. C'est la BBC qui a commis une faute journalistique grave. C'est pas juste une faute, c'est comme... C'est pas une faute, là. C'est pas rien. C'est le délit absolu de journaliste. Mais là, on nous dit, dans la presse, la BBC dans la ligne de mire de Donald Trump. Là, c'est comme... Trump, là, le titre, c'est pas « La BBC a falsifié un discours, faute journalistique, la BBC s'excuse » ou quelque chose comme ça. Non, c'est dans la ligne de mire de Donald Trump.
Ça, c'est de la désinformation. Hein? Et la BBC annonce avoir reçu une lettre de menace de Donald Trump. Nous dit Libération. Trump menace, Trump dans la ligne de mire. Trump. Ça, c'est ce qu'on appelle framer, hein, comme recadrer un phénomène. Et c'est ce que les médias sont bons pour faire des assassinats sociaux et sont bons pour recadrer les phénomènes. Le truc ici, c'est la faute de la BBC. C'est pas genre que Trump est fâché, Trump demande réparation. C'est normal de demander réparation. C'est la faute de la BBC. La nouvelle, c'est que une des organes de presse les plus respectés au monde ait commis ce genre de faute-là, bande de... OK? Et tu vois, et ça ici, et là, mais les gens s'en rendent compte, ça, c'est l'ancienne première ministre anglaise, Liz Truss, qui dit, ensuite, en réponse à tout ça, là, elle dit... X is the future, BBC is the past. Donc, X, le Twitter de Elon Musk, c'est le futur. La BBC, c'est le passé. Ils sont en train de... Ça participe du discrédit mondial des médias. Ouais, la BBC, c'est le sommet de la pyramide. Déjà, au bas de la pyramide, c'était comme les revenus. Tu sais, les revenus publicitaires, ils ont de moins en moins de revenus publicitaires. Il y a aussi un changement d'auditoire. Les jeunes s'informent de différentes façons, on n'est plus dans le truc pyramidal, de l'information pyramidale des médias. Je sais, j'ai étudié ça il y a 20 ans, on savait ça. Il y a 20 ans, j'étudiais ça. Dans des livres comme ça ici, Strategic Information Warfare Rising. Il y a d'autres livres, je ne me rappelle plus, là, The Emergence of New Politics, Revolution in Military Affairs, etc. J'étudiais ça et il y a des livres de la Rand Corporation qui expliquaient que les formes d'information hiérarchiques, comme les médias, allaient disparaître et que ce qui était sur le point d'arriver, c'était il y a 20 ans, il y a 25 ans, en 2000, ce qui arrivait, 99-2000, c'était l'information en réseau, comme ce qu'on vit là, sur X, etc. L'information en réseau. Il y a 20 ans, on était conscient de ça. Il y a 20 ans. Et là, ce que vous voyez, c'est ça, finalement. Donc, la pyramide qui s'effondre, c'est autant de changements démographiques de l'auditoire que la perte de revenus publicitaires, que des scandales au sommet comme ça, la BBC. C'est toute la pyramide de l'information qui s'effondre. Et ça, rappelez-vous, encore une fois, ça m'a fait penser à, durant la campagne électorale, ce que je disais en début de Web Journal, lorsque CBS avait édité le discours de Kamala Harris. Il avait fait exactement la même chose. On lui avait posé une question sur la politique américaine avec Israël, le Moyen-Orient, etc. Et elle avait répondu n'importe quoi. C'était comme genre... Comme Jim Carrey là, dans... je me rappelle pas c'est quel film. Là, c'était absolument n'importe quoi. En anglais, ça s'appelle a word salad. Une salade de mots, là, genre incompréhensible. Puis ils ont modifié le discours de la réponse de Kamala Harris pour bien la faire paraître. Vous comprenez? Ils font ça, les médias. Ils mettent leur poids dans la balance pour faire changer les élections. Ça, on ne parlera même pas des géants de la technologie comme Google, etc., Facebook, là, mais... et Trump avait poursuivi CBS et Paramount et ils avaient réglé à l'amiable. Paramount conclut un accord à l'amiable avec Trump suite à son interview de Kamala Harris sur CBS. Ils se font attraper une fois après l'autre. Et là, on n'est même pas rendu encore une fois dans cette histoire de collusion avec la Russie. Là. On s'entend? Je vous montre Harris. La réponse de Harris, c'est ceux qui comprennent l'anglais. Si vous ne comprenez pas l'anglais, peut-être que vous ne saisirez pas les nuances. Ceux qui comprennent l'anglais, c'est assez spectaculaire. Regardez l'édition. Vous voyez... Vous allez juste voir comme, en tout cas, si vous ne comprenez pas l'anglais, il faut voir l'hésitation et le patinage, les sauts périlleux, alors que la réponse éditée est comme très claire et nette et précise. Juste au niveau de la fréquence et ce genre de choses-là. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. Well, Bill, the work that we have done has resulted in a number of movements in that region by Israel that were very much prompted by or a result of many things, including our advocacy for what needs to happen in the region. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening.
we're not going to stop pursuing what is necessary for the United States to be clear about where we stand on the need for this war to end. La réponse éditée, claire, nette et précise. La réponse réelle, ils lui ont donné la chance de se reprendre, puis c'est probablement ça. Là. Ils ont donné la chance de se reprendre, alors que la réponse originelle, c'était genre... mais on n'apprend rien, on ne vous apprend rien, vous êtes des guerriers digitaux aguerris. Mais là, c'est le directeur de la BBC qui démissionne. Si vous voulez, ils font ça depuis 8 ans maintenant, depuis l'arrivée de Donald Trump en politique. Ils font ça depuis la campagne de 2016. Ce n'est que ce genre de coup-bas-là. Après ça, ils se demandent pourquoi on les déteste. Hein? Et il y a un film qui a été produit par Mike Cernovich qui s'appelle Hoax. J'en ai déjà parlé. Mark Cernovich, qui était un des premiers guerriers digitaux. Surtout durant la campagne de 2016. On l'entend un peu moins ces temps-ci, mais en 2016, il était... c'était un des plus hauts. C'était un compte qu'il fallait suivre sur Twitter. Il a parlé de Pizzagate, etc. Il a produit ce documentaire-là, Hoax. Hoax, c'est tous les mensonges médiatiques contre Donald Trump. Vous pouvez le trouver sur... Ça, c'est Apple TV, je pense. Si vous avez Apple TV, ça, c'est sur Apple TV. Movie, documentaire. Donc, c'est sur Apple TV. C'est pas juste un truc sur Internet. C'est, entre autres, il y en a plein, là. Mais c'est, quand Trump avait jeté la nourriture, on essayait de le faire passer pour un gros brutal, un imbécile qui manque de tact. Or, le premier ministre japonais venait de faire ça littéralement 5 secondes avant lui, etc., etc. Donc, c'est ça. C'est tout ça pour dire que le journalisme, on voit, la lumière s'éteint. Quand tu as une chandelle, là, puis ça, il y a comme ça diminue, ça diminue, ça diminue, puis là, on est comme, il y a une petite flamme, puis éventuellement, ça va être ça. Comme dit Lee Strauss, l'avenir, c'est X. Le passé, c'est les médias traditionnels comme la BBC. OK? Alors, là, j'avais un petit graphique ici où est-ce que j'avais catégorisé. J'ai catégorisé parce qu'il y a quand même des journalistes qui sont intègres. Il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais ils sont en... C'est un très petit nombre. Et donc, état du journalisme dans la zone atlantique, il y a à peu près 5 % de journalistes intègres, 15 % de journalistes semi-honnêtes, 25 % de copistes sans âme, 30 % d'idéologues avec une tribune et 25 % de désinformateurs collabos. Est-ce que vous êtes d'accord avec ma répartition? Il y a quand même 5 % de journalistes honnêtes. Il y a 15 % de journalistes semi-honnêtes, 25 % de copistes, c'est des gens qui font juste écrire ce qu'on leur dit ou répéter ce qu'on leur dit. 30 % d'idéologues avec une tribune et 25 % de désinformateurs collabos. Dans les journalistes honnêtes, on pourrait penser à, par exemple, Stéphane Bureau. Et je ne dis pas ça parce qu'on est sur la même ligne sur Trump. Il y a, par exemple, Hélène Buzetti aussi, que je rentrais dans les journalistes honnêtes. Il y en a quelques-uns, là, tu vois. On n'est pas du tout d'accord, elle et moi, sur Donald Trump, par exemple. Mais on a l'impression qu'elle a, qu'elle a cette espèce de... cette objectivité qu'on recherche dans le journalisme. Hein? Est-ce que je suis à quelque part ici? Non? Je suis ici. Et donc, dans le 15 % de journalistes semi-honnêtes, on pourrait mettre Robert Dutrisac. Ça, c'est des journalistes, par exemple, qui vont reconnaître leurs fautes. Oui, qui vont s'excuser puis qui vont reconnaître leurs fautes. On pourrait mettre aussi, par exemple, Marie-France Bazot là-dedans. Là, je parle de journalistes surtout du Québec. Et aussi Hadi Hassan, le chef d'antenne du TVA 22h. Il n'est pas si mal, Il n'a pas l'air, il a l'air assez objectif des fois. Et donc, on pourrait aussi mettre David Pujada là-dedans. Les Français ne seront peut-être pas d'accord, mais moi, j'ai vu plusieurs interventions de Pujada qui démontaient complètement la trame narrative, notamment sur les zones de couleur durant la COVID, sur les vaccins, les changements climatiques. Et donc, je le classe dans journaliste semi-honnête. Dans les 25 % de copistes sans âme, on peut rentrer Léa Salamé, on peut Richard Latendresse. Ils vont dire ce que le système veut qu'ils disent. Vous comprenez? Dans les 30 % d'idéologues avec une tribune, on pourrait mettre Mathieu Bock-Côté. Oui, c'est un idéologue avec une tribune, mais
C'est pas nécessairement mauvais, mais on peut mettre aussi, il ne prétend pas à l'objectivité nécessairement, là, il est engagé, mais on pourrait mettre aussi, par exemple, les décrypteurs de l'info, de Radio-Canada. On pourrait mettre ici, non, mais j'avais plus en tête quelqu'un comme Olivier Niquet, des gens qui sont extrêmement à gauche, des véritables idéologues avec une tribune. On pourrait penser aussi à Frédéric Bérard ou à Luc Laliberté. Ici, Luc Laliberté, Trump a jeté de l'huile sur le feu. C'est un idéologue avec une tribune. Et le 25% de désinformateurs collabos, on pourrait penser à Caroline Fourest, on pourrait penser à Christian Barbier, on pourrait penser à Patrick Cohen. Vous voyez un peu le genre de bonhomme. À Patrick Lagacé, ici au Québec, et ou à, par exemple, Isabelle Haché. 25% de désinformateurs collabos, c'est des gens sur qui on peut compter pour toujours recracher, ce que j'entends par des informateurs collabos, c'est des gens sur qui on peut compter pour toujours recracher la trame narrative du système. Ou presque toujours. Le 10% où est-ce qu'ils vont aller comme à contre-courant de la trame narrative du système, c'est essentiellement pour se garder une crédibilité. Vous comprenez? Mettre un peu de l'eau dans leur vin, parce que si c'était trop débalancé, les gens pensent comme ça, là, des fois, là. Tu peux pas toujours avoir raison, une fois de temps en temps, fait qu'il faut que tu leur concèdes un truc une fois de temps en temps. OK, je me suis trompé. Mais c'est genre... Whatever. Ah, c'est que c'était mauvais comme segment. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Des informateurs du système, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, comme Christian Barbier, Patrick Cohen, pour toujours donner la ligne du système. Et voilà. Donc, ça ressemble à ça, le journalisme. Et on va terminer avec... certaines petites nouvelles sur l'immigration. J'en parlais la semaine dernière. Après avoir... Trump martèle le thème de l'immigration. On en parle beaucoup à Radio-Québec aussi, mais Trump martèle le thème de l'immigration sans relâche depuis son élection. Sans relâche. Il va en Angleterre, il dit qu'il n'aime pas Sadiq Khan, le maire de Londres. Il dit que l'immigration cause beaucoup de problèmes en Angleterre. Il a répété ça, encore une fois, dans une entrevue avec Miranda Devine. Cette semaine, il y a... comment ça s'appelle... J.D. Vance qui a dit la même chose. L'immigration a fait exploser le coût des loyers. Les jeunes familles, maintenant, ne peuvent plus se loger à cause qu'on a fait rentrer trop de personnes aux États-Unis. Il y a l'Allemagne ici qui a finalement, comme l'Angleterre avait annoncé qu'il y avait eu des problèmes avec le multiculturalisme, etc., il y avait une réduction, qu'ils allaient commencer à penser à mettre des limites sur les demandeurs d'asile. Là, c'est l'Allemagne maintenant qui suit. L'Allemagne qui dit, le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé que son gouvernement allait commencer à renvoyer les réfugiés syriens chez eux, déclarant que la guerre civile en Syrie était terminée et qu'il n'y avait plus de motif d'asile. Oui, au Canada aussi, il y en a beaucoup, là, des Syriens qui sont venus ici durant la guerre civile, tu sais. Et donc, il n'y a plus de guerre civile là-bas, et donc ils peuvent être retournés. Les Syriens qui sont arrivés ici, là, à qui on a payé des logements, de l'éducation, des soins de santé avec mon argent, votre argent. Ils ont pris l'argent de nos poches, puis ils ont payé des... Vous n'êtes pas capable de vous payer une maison. Je ne suis pas capable de m'acheter une maison. Nos enfants sont dans la merde. Ils ont pris notre argent et ont payé des maisons gratuitement à des Syriens et whatever. C'est comme une partie de l'Afrique aussi, là, mais... Et là, donc c'est ça, là, il n'y a plus de guerre civile. On pourrait juste comme les retourner chez eux parce qu'ils ont sûrement de la famille là-bas. Et les maisons qu'ils ont occupées, on pourrait donner ça à des jeunes familles qui veulent avoir des enfants. Vous comprenez? Mais c'est ça. Donc, l'Allemagne qui suit ici parce qu'il, tu sais, maintenant, l'AfD, je pense que c'est devenu le premier parti en Allemagne, là. Sous la pression du parti d'extrême droite Alternative pour l'Allemagne, Merz adopte, c'est pas un parti d'extrême droite, encore une fois, il faut regarder la plateforme. J'ai déjà montré la plateforme en ligne, ça n'a rien à voir avec l'extrême. Dès que tu es contre le système, tu es d'extrême droite. Dès que tu parles un peu d'immigration, tu es d'extrême droite, même si dans les années 70, c'était la gauche qui parlait contre l'immigration. Georges Marchais, tapez ça sur Google, Georges Marchais, immigration, il vous dit c'est très mauvais pour les travailleurs français, fuck l'immigration. Et donc, mais c'était pas de l'extrême droite encore. Ils n'avaient pas recadré le discours comme les médias le font toujours, là. On n'est pas encore rendu là. On pouvait encore en parler parce que on pouvait encore en parler parce que on n'avait pas été submergé. Plus on est submergé, plus c'est difficile d'en parler. Mais en tout cas, tout ça pour dire que adopter désormais une position plus dure sur l'immigration qui présente des similitudes frappantes avec les politiques déjà mises en place sous la présidence de Donald Trump.
Aujourd'hui, environ 1 million de Syriens vivent en Allemagne. La plupart étaient arrivés après la décision de l'ancienne chancelière Merkel en 2015 d'ouvrir les frontières. Ils avaient fait une espèce de photo-op avec un petit enfant mort, là, Eitan ou Eilan, je ne me rappelle plus, sur la plage. Là. Et là, c'était, là, ils avaient utilisé vos bons sentiments, ils avaient militarisé vos bons sentiments et votre compassion contre vous pour détruire votre société, vous faire les poches, briser le tissu social, faire augmenter le coût des loyers, avoir de la main-d'œuvre bon marché, etc., etc. Ils avaient utilisé votre compassion contre vous. Et le Parti québécois qui dit finalement la même chose, le Parti québécois aussi change de discours. Et c'est la raison pour laquelle je vais voter PQ. Je vous l'ai expliqué la dernière fois. Le Parti conservateur du Québec va continuer et le Parti libéral et Québec solidaire, les marxistes, ont tous une politique de frontières ouvertes. Le PQ, c'est le seul qui a une position claire sur l'immigration. Et ouais, je vais voter PQ. Après, ça fait au moins 20 ans que peut-être pas 20 ans, là. Ça fait 15 ans que je ne considère pas voter PQ. Peut-être moins que ça, je ne sais pas. Là, s'ils sont clairs comme ça sur l'immigration, je me fous du reste, en fait. C'est juste ça. C'est-à-dire que mon fils, il n'y aura pas de pays. Je veux dire, on se fiche complètement du reste, là, c'est-à-dire les trucs à court terme, là, de genre, il y a une reprise économique, là, parce que... Non, je veux dire, dans 50 ans, Montréal, c'était la ville des 1000 clochers. Là, ça va être la ville des 1000 mosquées. Non. La réponse à ça, c'est non. Non. Puis si on veut faire quelque chose pour ça, il faut arrêter ça maintenant. C'est ce que j'ai expliqué dans le dernier Web Journal. Je vous montre le clip de Boissonneau qui parle d'immigration, justement, et qui montre... il y a beaucoup de trucs très intéressants, justement, sur le fait que ça n'a pas réglé les problèmes de main-d'œuvre, etc., etc. C'est des mythes sur il déconstruit les mythes sur l'immigration et la force de travail, etc. L'immigration est la solution à la pénurie de main-d'œuvre. C'est faux. Et je vais vous dire pourquoi. Les consultations pour le plan du Québec en immigration pour 2026-2029 sont terminées. Mais il y a plusieurs groupes qui sont venus nous parler en commission parlementaire et qui ont répété ce mythe, à savoir que plus d'immigration veut dire moins de pénurie de main-d'œuvre. Il y a un économiste qui s'appelle Pierre Fortin qui s'est penché sur la question. Lui, il a voulu savoir si l'augmentation de l'immigration au Québec et au Canada depuis 2016 avait permis de juguler le problème de pénurie de main-d'œuvre et combler les postes vacants. Il a utilisé pour ses recherches des données canadiennes et internationales et ses conclusions sont très claires. Non seulement l'immigration ne permet pas de régler le problème de pénurie de main-d'œuvre, mais si elle est trop importante, elle peut même l'aggraver. Parce qu'on tend à confondre les effets locaux de l'immigration et l'effet global de l'immigration sur la société d'accueil. Lorsqu'un travailleur immigrant vient combler un poste dans une entreprise, il s'attaque à la pénurie de main-d'œuvre de façon localisée. Là, il y a un effet positif. Mais si on prend un pas de recul, puis on regarde les conséquences pour l'ensemble de la société d'accueil, là, c'est moins évident. Parce que le travailleur immigrant aura tendance à venir aussi avec sa famille. Tout ce monde-là consomme des biens et services. Ça veut dire qu'il va avoir besoin de se loger, de se vêtir, de se nourrir, de se déplacer, de services, de santé, une place en garderie, une place dans une école. Ce qui fait que l'offre de main-d'œuvre peut augmenter avec l'immigration, mais il y a aussi un besoin de main-d'œuvre qui est accru pour l'ensemble de la société. Puis il y a un autre aspect important aussi, celui de la productivité. Lorsqu'il y a une immigration trop importante, les entreprises ont tendance à utiliser ce bassin de main-d'œuvre bon marché et délaisser d'autres façons d'augmenter leur productivité, comme l'automatisation et la robotisation. Puis ça, à moyen et long terme, c'est pas bon pour régler le problème de pénurie de main-d'œuvre. On a un exemple au Canada. Le Canada qui a fait le choix de l'immigration constate qu'entre 2000 et 2023, sa productivité a augmenté deux fois moins vite que pour l'ensemble des pays de l'OCDE. Donc, il y a un effet probant sur le terrain. Il y a plusieurs exemples de pays qui ont changé de politique en matière d'immigration parce qu'ils ont constaté cette situation. C'est le cas de l'Allemagne. L'Allemagne qui comptait beaucoup sur l'immigration pour combler ses postes vacants, mais qui a constaté en 2023... Etc., etc., etc. Il a expliqué dans cette vidéo qui a été rendue publique cette semaine exactement, mot pour mot, ce que j'ai expliqué dans les webjournaux précédents, c'est-à-dire que tu fais venir des gens ici et c'est une roue qui tourne. Tu règles jamais le problème parce que ces gens-là consomment plus de services. Ils ont besoin de différents produits d'alimentation. Ils ont besoin tu crées une demande.
Tu viens pas juste combler comme un besoin, tu crées une nouvelle demande et c'est une roue sans fin. Plus tu fais rentrer de personnes sur un territoire, plus tu as besoin de faire rentrer d'autres personnes pour répondre à leurs besoins. Et c'est exactement comme il l'explique. Et aussi, j'ai parlé de robotisation. Lors du dernier web journal, je parlais justement de ça. Je ne sais pas si... en tout cas, on les salue. Moi, j'ai pas d'affinité particulière avec le PQ. Là. J'ai pas de... Je trouve que PSPP... Tu sais, quand il pleurniche, j'ai reçu des menaces de mort. Écoute, essaie d'être un George Washington, là. C'est ça que je... Ou un général de Gaulle, là. Pense que tu es dans une guerre, là. Puis, OK, c'est un peu ça. Tu sais, endurcis-toi, bonhomme, là, si tu veux, comme devenir premier ministre. Mais c'est tout ça pour dire que le discours sur l'immigration change. Et c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. Et l'impulsion de ça, ben, c'est Trump. Hein. Les choses changent. Encore une fois, on n'a pas l'impression, quand on voit les nouvelles, là, on est dans l'effet nocebo, c'est juste du négatif qui sort, Trump compromis. Et l'économie va mal. Et tout, mais regarde, sur les changements climatiques, c'est terminé. Là. Tu vois tous les gouvernements comme éteignent ça tranquillement, pas vite. Le Canada est en train de se retirer de ça. Et puis, il a envoyé juste un espèce de représentant à la COP 30. Là. Carney n'est même pas allé. Il n'y a rien. Tout est en... Le truc LGBTQ aussi, c'est une... Tout. Ils sont en train de régler ce que j'avais appelé les piliers du mondialisme. L'immigration, rappelez-vous, quand j'avais parlé de 4 ou 5 piliers du mondialisme, c'est la question énergétique avec les changements climatiques, la question de l'immigration, la question du genre, la question de... C'est tout en train d'être réglé un par un. Ça prend du temps, oui, ça prend du temps, mais on a les web journaux de Radio-Québec pour passer le temps. Voilà. C'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Voilà. Alors, on remercie ceux qui nous aident à continuer Radio-Québec. C'est ça, on a comme... il faut relancer, on ne va pas être fatigant sur le sociofinancement, mais c'est important de continuer. Ça ne peut pas être juste comme une fois et puis tout d'un coup, ça arrête. On remercie ceux qui ont pris des abonnements mensuels, ceux qui ont des trucs récurrents. Hein, quand il y a des appels aux dons, ben ça fait un pic, puis après ça, pouf, ça disparaît. Et puis, mais ça nous permet de planifier un peu plus. Et donc, voilà. On voulait souligner aussi tous vos mots d'appui. Hein. Les gens nous écrivent, soit dans leurs interacts ou même dans leurs lettres, ce qu'ils nous envoient par la poste, là, qui tiennent beaucoup à Radio-Québec. Et merci pour nous envoyer des courriels. Merci pour tes analyses intelligentes et tout. On ne reçoit pas de l'argent du gouvernement et on a toujours cette espèce de souci d'essayer d'être à la hauteur. Vous comprenez? Mais ça met un stress énorme. Chaque semaine, c'est comme est-ce que je vais m'en tirer? Est-ce que ça va être un bon web journal? Est-ce qu'ils vont être contents? Est-ce que ça va être. Des fois, je n'essaie pas de vous plaire. Je prends des positions qui déplaisent beaucoup. Mais au moins, j'essaie d'amener des arguments logiques puis de montrer. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, merci encore une fois. Merci la main sur le cœur à ceux qui font ça dans l'anonymat et qui rendent ça public pour tout le monde, qui rendent ça accessible pour tout le monde. Parce que, encore une fois, on l'a dit, l'autre option, c'est le paywall. Et le paywall, tout le monde paye, mais on a juste comme 2, 3, 4, 5 000 personnes qui écoutent. Là, c'est ça, c'est entre 100 et 200, 300 000, 300 000. Donc, ceux qui font des contributions au Web Journal de Radio-Québec, vous portez ma voix, vous êtes littéralement des porte-voix, vous êtes comme mon micro, vous êtes comme... Je peux-tu le tourner? Non, je ne peux pas le tourner. Vous me permettez de projeter vous faites ça anonymement et vous me permettez de projeter ça sur 100, 200 000 personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, vous êtes, une composante essentielle de Radio-Québec. Voilà. Merci. Alors, c'est ça. Je ne sais pas si je devrais faire. Dites-moi si c'est redondant, si ça ne sert à rien. Un petit web journal, peut-être juste de comme 15-20 minutes en semaine sur la situation en Ukraine. Moi, je suis ça au moins une demi-heure par jour, si ce n'est pas plus. Là.
Je sais exactement ce qui se passe. Je comprends les stratégies de Poutine, la situation de Zelensky. Et puis, peut-être. Dites-moi si vous... si c'est... Oui, j'ai PayPal aussi. Il y a PayPal aussi. Donc c'est ça. Les façons de nous aider, c'est ici par la poste. Hein, Alex Cossette-Trudel, casier postal 3207, Saint-André, Montréal, Québec. H2L, 4Y5. Donc, les gens nous aident aussi par Interac, transfert Interac, par PayPal ici. C'est sur le site. On laisse généralement... Pardon, j'ai le OK. Les coordonnées, il y a Bitcoin aussi, il y a des gens qui nous font des dons en Bitcoin et tout ça est déclaré, évidemment. On ne veut certainement pas se faire coincer par l'impôt. Et par aussi, ici par carte sur le site, voilà. Oui, pour l'Ukraine, OK. Oui, pour l'Ukraine. Peut-être un petit web journal, parce que c'est en train de tirer à sa fin. Puis il faut comprendre pourquoi, tu sais, essentiellement, la Russie a gagné la guerre en 2022, là. Kiev était encerclé. Et puis, alors, comment ça se fait qu'ils ont gagné la guerre en 2022 et qu'on est là encore 3 ans plus tard? Et puis, donc, il faut comprendre ça. Mais c'est comme à Gaza, hein, c'est-à-dire, ça va être de la pensée stratégique. Et quand on parle de pensée stratégique, ça ne plaira pas à tout le monde, là. C'est-à-dire, il faut accepter les morts, il faut accepter l'inévitable dans la pensée stratégique. Les gens vont m'accuser d'être tu n'as pas de compassion, Alexis. Comment peux-tu cautionner genre des millions de morts? Et puis, je ne sais pas si c'est bon pour mon image. Voilà. Donnez-nous les commentaires et voilà. Continuez à nous écrire. On aime ça. On aime bien les courriels. C'est pas pour flatter mon ego, mais c'est juste. Ça fait une différence des fois dans la vie de quelqu'un quand les gens manifestent le fait qu'ils tiennent, qu'ils apprécient, etc. Voilà. OK. Alors, on en fera peut-être un. Voilà. Oui, le PQ, c'est woke. Non, ils ne sont pas si woke que ça. Ils ne peuvent pas être woke s'ils sont anti-immigration. Je ne dirais pas qu'ils sont anti-immigration, mais ils commencent à être... Ils commencent à allumer sur l'immigration, là. Puis sur les trucs comme les changements climatiques, de toute façon, c'est terminé. Fait qu'ils peuvent dire quoi que ce soit. Ils peuvent dire, nous allons arrêter la voiture à essence en 2030 ou 2035. Ça ne se produira pas. On est en 2026, là, puis des stations-service partout, là. C'est comme... Fait qu'il faut faire la différence entre la réelle politique et le rêve, les lubies. Tout le monde est en train de sortir des changements climatiques, là, et... Il va peut-être avoir des mesures un peu ici à l'école, je ne sais pas trop, mais il n'y aura pas de changement structurel majeur, de virement d'économie, là. Voilà. OK, peut-être un petit truc sur l'Ukraine. Je vais voir cette semaine, peut-être un petit truc. Ça ne sera pas long, hein. Je vais vous montrer quelques cartes, je vais parler de la stratégie à long terme, etc., etc. OK? Peut-être un petit coucou cette semaine sur l'Ukraine. OK, la gang, merci encore une fois à ceux qui nous soutiennent et ceux qui partagent nos web journaux. Et puis, on se donne rendez-vous peut-être cette semaine, sinon dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao, la gang!